Modou Lo Sa Thiès, il va être plus viral qu'un match amical entre le Sénégal et le Brésil. Même si le Sénégal joue en éliminatoire de Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique, Modou Lo Sa Thiès aura beaucoup plus d'audience. Ibrahima Faye, surnommé Buzz, fondateur de Lutte TV, administrateur de Buzz Pro Inc. et du groupe RFI Media. J'ai mis en place la VAR dans la lutte sénégalaise, les Lutte TV Awards pour récompenser les meilleurs lutteurs. Il y a eu aussi ce Top 100 Lutte TV. Donc il y a eu beaucoup d'innovations. Ce business model de pay-per-view, est-ce que le Sénégal est le premier pays africain à l'implémenter? Jusqu'au moment où je vous parle, je ne vois pas de pays en Afrique de l'Ouest qui fait du pay-per-view. Comment est-ce que ça a été accueilli dans le monde de la lutte? Énormément critiqué. Et ils pouvaient même t'insulter sur les réseaux parce que les gens à l'époque ils se disaient que proposer des combats en pay-per-view c'est pas normal. Les promoteurs n'avaient pas compris la vision. Et ils passaient leur temps à chercher des sponsors, ils en trouvaient pas. Donc après tous les promoteurs se sont mis au pay-per-view. Le pay-per-view a permis d'entrer dans une nouvelle ère de telle sorte que là on a eu beaucoup plus de combats. Les cachets de lutteurs, on est revenu à 100 millions, 150 millions et là maintenant même on parle de 200 millions. Comment est-ce que vous êtes arrivé à attirer une grande chaîne comme Canal dans le monde de la lutte? Il faut tirer notre chapeau à Modou Lo, qui s'est énormément professionnalisé ces dernières années. Il met en avant l'aspect professionnel sur les réseaux sociaux. Il a un agent marketing. Il noue des collaborations avec les ambassades, avec des marques. Modou Lo a énormément contribué à cette entrée de Canal+ dans la lutte sénégalaise. C'est quoi ton secret business? Il ne faut jamais avoir peur de s'associer et de partager un business. 100% de zéro, c'est zéro. 50% de 1 million, c'est 500 000. Seul, on va vite. Mais ensemble, on va très loin. Comment est-ce que tu fais pour gérer une vague d'hostilité de personnes qui te disent du mal, qui t'insultent? Pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Exactement. Peu importe tout ce que les gens disent, c'est la finalité qui compte. Au début, on m'a toujours critiqué de gâcher la popularité de la lutte, alors qu'en réalité, moi, tout ce que je voulais, c'est que la lutte puisse survivre. Et aujourd'hui, ça fait plaisir d'écouter quelqu'un comme Pape Alé Niang, directeur général de la RTS, Youssou Ndour de la TFM, dire que le pay-per-view a sauvé la lutte. Sans le pay-per-view, la lutte était morte. Pour la première fois, des experts, des entrepreneurs et des investisseurs te partagent des stratégies concrètes pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ils vont te délivrer l'information noire, des secrets jamais révélés pour te développer personnellement et financièrement. C'est ça, la masterclass Business Expertise. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique. Salam Ibrahima Faye Buzz, j'espère que tu vas très bien. Salam Mr. Manu Arthur, alhamdoulilah, très très bien, merci. Alors, comment est-ce que tu te présentes sans humilité pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, toujours avec humilité quand même. Donc, Ibrahima Faye, surnommé Buzz, fondateur de Lutte TV, puis administrateur de Buzz Pro Inc. et du groupe RFI Media. J'aimerais savoir dans un premier temps, c'est quoi ta relation avec la lutte? Une relation de passionné. Depuis tout petit, j'ai commencé à regarder des combats de lutte. J'avais un papa qui était amateur de lutte, qui allait tous les week-ends au stade pour regarder les Balla Gaye, les Modou Lo et les plus anciens, même les Manga 2 et tout. Donc j'étais très proche de lui, je jouais au jeu de dames avec lui à la bolote, puis avec ses amis aussi, et à chaque soirée chaque week-end ils allaient regarder les combats de lutte. Donc à un moment donné ils m'ont intégré dans leur milieu, ils ont commencé à me mener avec eux, donc j'ai pu regarder un premier combat en 2004. C'était le combat entre Khadim Ndiaye numéro 2 et Malam Ndiaye au stade Assane Diouf, et depuis lors j'ai pris le virus. Donc la lutte c'est quelque chose de très très culturel, c'est notre patrimoine, et puis la culture m'a un peu fasciné et m'a attiré. Donc ma première au stade, j'ai vraiment pris le virus, et depuis lors je peux dire que je suis un très grand passionné de lutte sénégalaise. Aujourd'hui tu es entrepreneur et tu évolues aussi dans le domaine de la lutte, entre autres domaines. C'est quoi ta première expérience qui t'a permis de faire de l'argent?
Faire de l'argent, je pense que ça date de très très longtemps. Je pensais à des t-shirts que je confectionnais à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc. À l'époque, on imposait les tenues pour le sport. Il y avait des t-shirts avec le logo de l'ISJA, avec un ami entrepreneur maintenant, El-Hadj Diallo. À l'époque, on allait à Colobane pour acheter des t-shirts de meilleure qualité et aller au niveau de la sérigraphie de l'imprimerie pour mettre le logo de l'ISJA. Et puis on vendait des t-shirts de bien meilleure qualité que ceux qui étaient vendus au niveau de l'école. Donc on s'est fait un peu d'argent avec ça. Puis aussi, je me rappelle au début, dans la lutte sénégalaise, on n'était pas très affiche, il n'y avait pas beaucoup d'affiches, il n'y avait pas beaucoup de photographes à l'époque. Il n'y avait pas aussi des posters. Donc à un moment donné, je confectionnais des posters de lutteurs, je prenais des lutteurs en photo, puis je les mettais à côté de lions, de tigres, d'éléphants, pour montrer qu'ils étaient vraiment ils étaient puissants, pour les mettre en valeur. Et après, je le revendais à eux et à leurs supporters. Donc, je me faisais un peu d'argent avec ça alors que j'étais tout petit. Quand tu me parles de ça, je me rappelle des affiches à une époque qu'on trouvait chez les coiffeurs. Et à cette époque-là, on avait des rappeurs qui étaient à la mode. Jay-Z par-ci, etc. Tu vois. Et dans les caraputes aussi. Ouais, effectivement. Et c'est comme si, en fait, tu avais pris c'est comme si tu t'étais inspiré de ça, de ces posters-là, et tu as voulu, en fait, créer quelque chose qui est beaucoup plus de chez nous. Et voilà, quoi. Non, oui, effectivement, parce que à l'époque, les lutteurs aussi avaient des surnoms, surnommés les lutteurs de face, les tigres. Balla Gaye 2 était surnommé le lion, il y avait le cobra, il y avait vraiment pas mal de surnoms qui étaient tirés des animaux qui vraiment avaient leur spécificité. Donc, moi, je me suis inspiré de tout ça. Et puis, faut dire que quand même, en Occident, ils sont toujours en avance sur nous par rapport à pas mal de choses. Donc, les systèmes, les posters pour attirer, tu te rappelles même à l'époque, les magazines, comme les magazines de l'équipe ou bien tous les autres magazines qu'on commercialisait sur le marché. Il y avait tout le temps un poster, soit d'un joueur de football ou bien d'une personnalité assez populaire. Donc, pour inciter les gens à acheter le magazine. Donc, dans la lutte aussi, moi, j'ai reproduit la même stratégie. Donc, juste mettre en avant un lutteur avec un animal comme un lion, un tigre et tout, sachant que là, il se vantait d'être un lion ou bien un tigre. Et là, commercialiser cela, c'est quelque chose qui avait vraiment marché à l'époque. Est-ce qu'à cette époque-là, tu avais un projet pour être entrepreneur? C'était quoi le projet à cette époque? Non, à l'époque, le projet, c'était pas de devenir entrepreneur. Après mes études, j'ai eu un bac en S2. Puis j'ai rejoint le Canada pour faire des études en informatique. Donc à l'époque, moi, mon projet, c'était de devenir informaticien. Donc, mais pas forcément devenir entrepreneur. Moi, je me voyais comme un développeur d'applications, de logiciels, de sites web et tout, mais bon, pas forcément un entrepreneur. Et quand on voyage, naturellement, on reçoit des chocs. Quel a été ton premier choc une fois au Canada? La neige, la glace. Donc, à l'époque, c'était exceptionnel. Parce que je suis arrivé, en général, les étudiants, ils arrivent au Canada au mois d'août. Maximum septembre, c'est encore le printemps, l'automne du moins. Donc, là, ça va, ça passe. Il fait plus 10 degrés, plus 15, jusqu'à même parfois 20 degrés. Mais moi, je suis arrivé en hiver. En plein hiver, au début du mois de fin décembre, début janvier. Donc, il faisait moins 10, moins 15 degrés. Puis en février, c'était exceptionnel. Tu vois, il y a des montagnes de glace. Il y avait des tempêtes de neige. Les gens vaquaient à leurs occupations. Ils allaient travailler sans problème. Donc, moi, c'était un gros choc. Hein. J'ai jamais fait un pays comme le Canada. Je m'étais arrêté au Maroc avant, donc pour des vacances. J'ai jamais fait même la France. Et la première fois en 2011, c'était un énorme choc pour moi. Wow. Et naturellement, quand on s'installe dans un pays, on voit des manières de faire. Il y a un mindset qui est installé. Quel est
le changement que ce voyage a produit en toi? Déjà, par rapport au mindset, la manière et tout, il y a énormément de mal à se familiariser à l'accent québécois. C'est très, très compliqué au début. Tu écoutais la radio, puis tu voyais tu parlais avec ton professeur, tu parlais avec tes amis et tout, ou bien tes camarades d'université, mais c'était compliqué l'accent québécois. Mais bon, ça fait partie des choses sur lesquelles on a dû faire quelques efforts, en fait. Et après, je dois dire que le vécu au Canada, c'est déterminant. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, que ça soit sur l'aspect personnel, mais aussi sur l'aspect professionnel. J'y étais avec ma sœur, ça m'a énormément aidé. Je n'étais pas très dépaysé, même si je pensais toujours au Sénégal. Je venais très, très souvent en vacances au Sénégal parce que j'étais très, très proche de mon pays. J'étais très, très proche de ma culture, de ma passion qui était la lutte sénégalaise. Mais je dois dire que le Canada m'a énormément aidé. Dans beaucoup de domaines, que ça soit les connaissances avec les gens, les amis, l'apprentissage, les études, l'expérience dans le cadre professionnel. Donc, j'ai eu la chance quand même, d'avoir eu des personnalités là-bas que j'ai connues. J'ai eu la chance d'avoir eu des membres de la famille qui étaient là-bas. Un oncle, Pape Chérif, qui m'a énormément accompagné aussi. Donc, je dois dire que je garde une très, très belle expérience du Canada. Et aujourd'hui, cette expérience-là, je la porte toujours avec moi. Et puis, ça m'aide énormément dans ce que je fais au quotidien. Est-ce que cette expérience a produit un certain changement en toi? Côté manière de voir les choses, côté comportement, par rapport au buzz en fait qui n'était jamais allé aussi loin. Oui, énormément de choses. Parce que c'est très très important de voyager. C'est très très important de sortir de sa zone de confort. Étant étudiant au Canada, j'ai dû prendre plus de responsabilités dans ma vie au quotidien. J'ai dû prendre plus d'initiatives et apprendre beaucoup de choses, rencontrer de nouvelles personnes. Donc, je pense que ce voyage au Canada a été déterminant dans tout, en fait. Tu entames tes études en informatique. Est-ce que tu as eu des expériences professionnelles au Canada? Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, j'ai fini les études en 2015, début 2015. Donc, après, j'ai pris presque une année sabbatique. Je suis rentré au Sénégal. Donc, pour me lancer dans des poulaillers, je voulais tester un produit qui était destiné à l'élevage. Donc, produit pour la croissance des poules, aussi des moutons, etc. Donc, j'ai testé ce produit-là pendant quasiment 6 mois, mais c'était un prétexte, en fait. C'était un prétexte pour rester au Sénégal parce que moi, dès ma première année au Canada, 6 mois après, je suis revenu au Sénégal pour des vacances. Je venais à chaque année 1 ou 2 fois. Donc, j'étais amoureux du Sénégal. J'avais développé des liens exceptionnels avec le Sénégal, puis avec ma passion qui était la lutte sénégalaise. Donc, juste après mes études, c'était un prétexte, il fallait avoir un prétexte pour revenir au Sénégal. Donc, j'ai voulu me lancer dans l'élevage. Puis, à un moment donné, mon père m'a fait comprendre que, écoute, il fallait que tu retournes parce que tu peux pas avoir un diplôme en informatique et ne pas bénéficier de cette expérience-là. Donc, il fallait que tu puisses travailler un tout petit peu même dans ton domaine. Donc, il m'a mis la pression et là, j'ai dû retourner au Canada. Et là, j'ai eu ma première expérience professionnelle dans l'administration québécoise à Revenu Québec en tant qu'analyste en réalisation de systèmes informatiques. Donc, j'ai travaillé sur le site web de Revenu Québec qui était à l'époque en changement. On quittait un CMS maison pour aller vers un CMS Typo 3. Donc, je travaillais dans cette transition-là. Puis, dans cette refonte du site Internet de cette entreprise-là. Je me dis que si après ton retour au Sénégal, les parents en fait t'ont mis la pression pour retourner, est-ce que ce serait pas parce que tu n'as pas réussi à les convaincre avec tes activités que tu avais lancées ici? Non, c'était pas de réelles activités.
À l'époque, c'était juste des prétextes pour rester ici au Sénégal. Donc à l'époque, je pouvais pas dire que je pouvais compter sur ça. C'était des petits commerces à gauche, à droite. C'était vraiment pas une vision très très claire de développer un business en fait. Donc ils avaient vraiment raison. Tu sentais que le gars il était plus en vacances qu'autre chose. Il a voulu rattraper ses 4 ans passés au Canada. Donc naturellement, ils avaient vraiment raison de prendre la responsabilité et de me demander de retourner au Canada pour aller travailler. Et de retour au Canada, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc je décroche mon premier boulot. Bon, après, naturellement, avoir envoyé 200 CV, fait plusieurs entretiens. Donc, c'est comme ça. Hein, c'est aussi difficile de trouver un job au Canada. On se dit, au moment où tout le monde se dit, oui, il y a beaucoup de jobs au Canada. Normalement, ça devrait être facile. C'est pas aussi facile que ça. Trouver un job, c'est un boulot à temps plein. Surtout pour un étudiant qui vient juste, pour quelqu'un qui vient juste de terminer ses études et qui n'a jamais fait de stage. Parce que moi, à l'époque, pendant que les camarades allaient chercher des stages, moi, je préférais venir au Sénégal pour passer de belles vacances. Donc, moi, je programmais mes vacances en fonction des combats de lutte. Donc, il fallait que je vois Balla Gaye, Tyson, le combat, c'est pour quand? Non, il faut que je vienne une semaine avant. Donc, là, naturellement, tu n'es pas expérimenté, tu n'as pas eu de stage. Donc, c'était plus difficile pour toi de trouver un emploi dans ton domaine que notre, mais quand même il y a les opportunités, il y a vraiment énormément d'opportunités au Canada, donc j'ai pu finalement trouver un très très bon boulot dans l'administration et c'est ce travail même qui m'a permis après de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'était pas un travail très très dur en termes de temps, c'était 35 heures par semaine, il y avait énormément d'avantages. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de travail que tu as eu, de ton expérience professionnelle que tu as eu au Canada? Déjà, je pense qu'à l'époque, c'était mon père le plus heureux parce que lui, il était inspecteur des impôts et domaines ici au Sénégal et il voulait que je fasse des études dans le même domaine. Il voulait que je fasse des études en fiscalité et en comptabilité, quelque chose du genre. Donc moi, je dis non, moi, c'est pas pour moi, ça, c'est l'informatique. Puis, comme par hasard, j'ai été rattrapé par le temps parce que mon premier boulot, ça a été à Revenu Québec. Revenu Québec qui est l'équivalent de la DGID, c'est la Direction Générale des Impôts et Domaines. Donc, il était le plus heureux au monde là parce que même si j'ai fait des études en informatique, je me suis retrouvé dans le même domaine que lui, dans le même terrain en tant que tel. Donc, ça lui faisait plaisir. Surtout que j'ai retrouvé quelques de ses collègues qu'il avait ici au Sénégal, qui avaient voyagé à un moment donné au Canada. Donc, on était dans le même service. Donc, j'ai eu à travailler dans le développement web et c'était à l'époque une refonte du site internet. Donc, il y avait un CMS maison qui existait depuis près de 15 ans. Donc, là, c'était une transition du CMS maison vers un CMS Typo 3. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des seniors là-bas qui m'ont accompagné et qui m'ont formé. Et après, comme par hasard, qui m'ont laissé avec le projet parce qu'ils ont changé de job. Donc là, c'était à moi de faire pas mal de choses dans ce nouveau site internet-là. Je pense par la grâce de Dieu, on a bien réussi la mission parce que au moment où je quittais l'entreprise, on avait déjà lancé le site internet. Et à quel moment est-ce que tu te dis c'est bon, je retourne au Sénégal? Bien, comment est-ce que c'est fait le retour? Je pense que on va y revenir tout à l'heure. C'était pas un seul retour, je pense que c'est 2 retours. Mais d'abord pour le premier retour, je suis venu en vacances présenter un projet, le pay-per-view. 1 an avant ce projet, ou bien quelques mois avant ce projet, j'avais lancé ma chaîne Lutte TV, qui était une chaîne qui existait sur YouTube depuis 2008, mais sous le nom de Buzz Pro. Et là, je l'ai renommé en 2017. Et j'ai professionnalisé les choses. J'ai pris 3 personnes qui travaillaient à temps partiel sur le projet. Puis, Lutte TV a eu vraiment beaucoup de reconnaissance dans le milieu au niveau de la diaspora. C'est-à-dire plus au niveau de la diaspora, ils adoraient avoir du contenu sur la lutte sénégalaise. Et puis, à un moment donné, j'ai vu la problématique liée à la lutte sénégalaise qui était le manque de sponsors. Et je me suis inspiré du modèle américain qui était dans la boxe, dans le MMA, qui était le modèle du pay-per-view. Et j'ai proposé ce modèle du pay-per-view à un grand promoteur, Luc Nicolaï,
alors que j'étais ici en vacances en été 2017. Et Luc Nicolaï a adopté ce projet et a fait revenir Griboldo qui était en entraînement en Espagne. Griboldo est revenu pour une conférence de presse avec Balla Gaye 2 spécialement pour annoncer le pay-per-view. Et après ça, je suis retourné au Canada. Mais j'ai eu énormément de pression de la part du promoteur qui me disait que tu pouvais pas lancer un projet de cette envergure et rester au Canada. Tu pouvais pas te permettre cela. Mais moi, il fallait que je continue mon travail parce que quand même, j'avais déjà un salaire et je pouvais pas m'imaginer. C'était confortable. Oui, c'était confortable quand même, quoi qu'on puisse dire. J'étais à 2 ans et tout se passait bien. J'ai pris l'habitude de travailler avec cette structure-là. Donc, tout se passait bien. Je me voyais pas rentrer au Sénégal. Pour moi, je pouvais faire le projet en parallèle comme j'ai fait avec Lutte TV pendant 1 an. Mais là, il m'a mis énormément de pression et puis j'ai pris une disponibilité pour revenir au Sénégal pendant 1 mois. Puis à un moment donné, il fallait prendre une décision parce que de l'autre côté aussi, ils n'arrêtaient pas de m'envoyer des messages pour me dire là, on a besoin de toi. Donc, je voulais pas aussi que ça soit compliqué. Donc, à un moment donné, j'ai pris la décision de démissionner. Puis, leur permettre de trouver un remplaçant et aussi moi d'être proche des parents. Et parallèlement de développer mon business ici qui était le pay-per-view que j'ai lancé en 2018 avec 2 partenaires, 2 associés. L'un était en France à l'époque puis l'autre au Sénégal. Et vous lancez le pay-per-view. Comment est-ce que ça a été accueilli dans le monde de la lutte? Énormément critiqué. Je me rappelle, je ne veux même pas me rappeler de tout ce qui s'est passé entre 2018 et 2022-23. C'était très, très critiqué dans le milieu. Parce que les gens, à l'époque, ils se disaient que non, c'est ce monsieur-là qui nous prive de nos combats de lutte. Il disait, il pouvait même t'insulter sur les réseaux et tout. Il comprenait pas ta vision. Et il dit, c'est cet intellectuel, c'est ce gars-là qui vient, ce toubab-là, qui vient de nulle part pour nous proposer des combats en pay-per-view. C'est pas normal et tout. Puis même au début, les promoteurs n'avaient pas compris la vision. Donc, il y avait que 1-2 promoteurs qui avaient compris, mais après, je pense que la grande satisfaction, c'est quand tous les promoteurs se sont mis au pay-per-view, même ceux qui te critiquaient, parce que les promoteurs, là, ils disent non, le business, c'est pas un bon business model, il faut aller chercher des sponsors et tout, mais ils passaient leur temps à chercher des sponsors, ils en trouvaient pas, un sponsor capable de financer quand même les dépenses de l'événement. Donc, après, tous les promoteurs se sont mis au pay-per-view, mais au début, ça a été très, très, très mal accueilli. Je pense que ce qui m'a aidé un tout petit peu, c'est que le fait que je fasse des lives sur Instagram, le fait que je fasse des émissions, le fait que je puisse avoir une chaîne comme Lutte TV très populaire. Donc tout cela, je pense, m'a un peu aidé parce qu'ils se sont dit, ah, mais quand même, c'est quand même un passionné, c'est un gars qui s'y connaît, il connaît bien la lutte, il connaît bien les lutteurs, donc il a toujours œuvré pour le développement de la lutte sénégalaise depuis tout petit. Donc ça a créé un peu une relation avec les amateurs de la lutte. Est-ce que ce business model de pay-per-view, est-ce que le Sénégal est le premier pays africain à l'implémenter? En tout cas, c'est sûr que c'est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest. Jusqu'au moment où je vous parle, je ne vois pas de pays en Afrique de l'Ouest qui fait du pay-per-view. Premier pays africain, je dirais non, parce qu'il y a l'EFC qui fait du pay-per-view. EFC, c'est une ligue de MMA en Afrique du Sud. Mais je pense qu'à l'époque, on était vraiment, si on n'était pas les premiers, on était quand même les plus constants. C'est-à-dire, on multipliait les événements en pay-per-view, alors que c'est méconnu dans les autres pays. Et là, ce business model, est-ce que ce n'est actuellement disponible que pour la lutte? Non, ce n'est pas disponible. On a eu à organiser des événements, on a eu à travailler avec Adam Paris sur le Dakar Fashion Week, on a eu à travailler avec des confréries qui voulaient lancer il y avait des événements religieux où il fallait le diffuser en pay-per-view, des événements culturels aussi, des concerts qu'on a diffusés en pay-per-view, mais aussi, je pense, là où on a eu beaucoup plus d'activités, c'est le football, avec la ligue professionnelle de foot, qui est la LSFP, Ligue sénégalaise de football professionnel. Donc, l'année dernière, on a eu à créer la plateforme LSFP.TV, donc qui a diffusé tous les matchs du championnat durant la saison dernière.
Et c'est une plateforme où les gens peuvent venir payer pour regarder tous les matchs. Exactement. C'était destiné à cela. Maintenant, ils l'ont arrêté parce que le test n'était pas très concluant financièrement. C'est la lutte qui marche vraiment beaucoup plus que les autres sports en termes de pay-per-view. Là, je pense que vous avez bien éprouvé le modèle. Et j'imagine qu'au début, il y a eu beaucoup de problèmes parce que c'était un nouveau... C'était une nouvelle solution. Quels sont les problèmes que vous avez eu à faire face au début techniques? Là, je parle vraiment de problèmes techniques. Et comment est-ce que vous les avez réglés? Énormément de couacs, parce que nous sommes venus avec un modèle technique basé sur la connexion Internet, alors que le pay-per-view au niveau des États-Unis et tout, il y avait aussi le système de câble. À l'époque, quand ils faisaient le pay-per-view, c'était vraiment via la TNT, par exemple. Nous sommes venus avec un pay-per-view basé sur Internet. Et notre arrivée coïncidait avec le basculement de la 3G vers la 4G. Donc, beaucoup de personnes n'avaient pas une bonne connexion puisqu'ils avaient elles avaient la 3G et puis le streaming c'est vraiment pas pour la 3G. Donc sur le premier pay-per-view, il y a eu beaucoup de personnes ici au Sénégal qui avaient des problèmes de connectivité, et au niveau de la diaspora, c'était quand même assez stable, mais on a appris aussi beaucoup de choses sur les problèmes de montée en charge. Parce que sur le premier combat, les gens ont attendu, quand on a dit que le direct démarrait à 17h, tous ceux qui avaient acheté leur code ont attendu 17h pour accéder à la plateforme. Donc, il y a eu un rush exceptionnel. Donc, on a appris de tout ça sur les premiers combats. Le deuxième combat, on a eu des partenaires. Donc, on a pu bien faire les choses au niveau de la diffusion. Puis la 4G était vraiment bien présente. Mais le problème au deuxième combat, c'était un problème de mobile money. Donc, les mobile money n'étaient pas développés à l'époque. Très, très bien développés. Donc, il y a eu beaucoup de bugs. Les gens ne recevaient pas leur code. Donc, on avait eu 16 millions de remboursements sur le deuxième combat. Wow. Donc, là, beaucoup de personnes qui se sont plaintes. Donc, il y avait même eu des plaintes. On s'est retrouvé au ministère du Commerce pour régler ce problème. On disait que ouais, il fallait à tout prix régler votre pay-per-view là, où il fallait pas continuer. Donc à plusieurs reprises, on a eu des couacs, des bugs, on a corrigé. Parfois ça dépendait parfois c'était indépendant de notre volonté, mais quand même on a dû améliorer, travailler avec les opérateurs réseau, travailler avec les plateformes de mobile money. Vraiment développer pas mal de choses jusqu'à avoir quelque chose de stable. Et c'était pas facile, mais on était obligé parce que à l'époque où on est arrivé, les promoteurs avaient décidé de plafonner les cachets de lutteurs à 50 millions de francs CFA. Alors que les lutteurs avant, c'était des cachets de 150 millions. Wow. Mais il y avait quasiment plus de sponsors. Donc les promoteurs étaient obligés de fixer un plafond à 50 millions. Puis notre arrivée a permis aux promoteurs de compenser le manque à gagner, le gap laissé par les sponsors. Et là, on a, grâce au pay-per-view, eu une nouvelle guerre des promoteurs, une nouvelle concurrence. Et la lutte, pour que ça se développe, il faut naturellement que les promoteurs soient en concurrence, qu'ils se disputent les combats, qu'ils payent plus cher les lutteurs, qu'ils aillent chercher plus de sponsors, qu'ils innovent dans la façon d'organiser les événements, dans la promotion de l'événement en tant que tel. Donc le pay-per-view a vraiment ouvert quelque chose a permis d'entrer dans une nouvelle ère, de telle sorte que là, on a eu beaucoup plus de combats. Les cachets de lutteurs, on est revenu à 100 millions, 150 millions, et là, maintenant même, on parle de 200 millions de francs CFA pour les cachets de certains lutteurs. Donc là, depuis qu'on a pu régler les problèmes du pay-per-view et que les Sénégalais maintenant regardent tranquillement, pour la majeure partie quand même, ils regardent les pay-per-view sans problème. Donc là, vraiment, le business model commence à bien fonctionner. On va revenir à la partie business. En fait, j'aimerais m'arrêter sur quelques aspects techniques. Là, quels sont les challenges techniques auxquels vous faites toujours pas face? Jusqu'à présent, la connexion au Sénégal, c'est pas seulement au Sénégal, mais dans le monde entier. Parfois, il y a des zones où le réseau n'est pas très stable. Ça nous arrive de discuter sur WhatsApp, puis d'avoir des problèmes de réseau. Donc, jusqu'à présent, on travaille à offrir
une meilleure expérience de visionnage à nos téléspectateurs. Donc, sur l'encodage, sur la façon de transmettre le signal et tout, nous travaillons d'arrache-pied sur ça et faciliter le parcours client parce que aussi, on est dans la lutte. Beaucoup d'amateurs sont des intellectuels, certes, mais il y en a énormément qui ne sont pas intellectuels et il faut un parcours client très très simple. Donc nous travaillons tous les jours à améliorer le process pour permettre aux utilisateurs de pouvoir regarder leur combat en quelques clics. Je remarque qu'à chaque événement, il y a quand même pas mal de personnes, je ne sais pas si je devrais les appeler amateurs, qui essaient de rediffuser vos contenus via des lives. Okay? Est-ce que ça fait partie des plus gros problèmes auxquels vous faites face et comment est-ce que vous gérez cette situation? J'ai aussi remarqué que vous arrivez à bloquer ces lives, etc. Comment est-ce que vous gérez ça? Nous ne sommes pas des exceptions, parce que là, c'est un problème qu'on peut noter dans le foot, même au très haut niveau, les matchs de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique, parfois il y a des pirates. Et surtout dans la lutte où les gens ne comprennent pas, pour eux, ils ont une page Facebook, un compte YouTube, ou bien même sur Telegram, ils se disent que oui, ce compte m'appartient, donc je peux y diffuser ce que je veux, alors qu'ils n'ont pas les droits sur les images. Donc, naturellement, on a des partenariats avec de très, très grandes structures à l'international qui sont des professionnels et qui maîtrisent le domaine et où il faut quand même reconnaître l'expertise des Sénégalais qui sont partout dans le monde et qui sont très expérimentés. Et c'est des collaborateurs qui sont aussi sénégalais. Exactement, qui sont des Sénégalais qui travaillent dans des entreprises, dans de très très grandes entreprises partout dans le monde. Et à chaque fois qu'ils voient un jeune avoir des initiatives et dans un secteur, parfois tu reçois un message. Moi, beaucoup de rencontres que j'ai eu à faire, beaucoup de collaborateurs avec lesquels je suis actuellement, c'est un petit message sur Facebook, sur Instagram, où on me dit écoute, on se présente, on me dit que je peux t'aider dans ce secteur-là, puis ok, j'échange. Après, je fais les présentations avec mes collaborateurs qui gèrent l'aspect technique, puis on se rend compte qu'on vient d'avoir une trouvaille magnifique. Donc, sur l'antipiratage, par exemple, c'est comme ça que j'ai connu le monsieur en 2019, qui travaille dans une très très grande structure, je peux dire la plus grande au monde en termes de gestion de l'antipiratage, de protection des droits, de protection des contenus. Donc, c'est un Sénégalais qui a sa filiale ici, ou une succursale ici à Dakar, donc avec lequel on a travaillé. On a pu tropicaliser les prix parce que quand même c'était assez élevé, des prix très très chers, donc il fallait avoir des opérateurs ici au Sénégal. Il nous a énormément accompagné à ce niveau parce que tu peux pas faire du pay-per-view sans mettre en place un système d'antipiratage. Sinon, les gens n'auront pas acheté parce qu'ils vont avoir gratuitement les combats sur YouTube ou Facebook. C'est clair, c'est clair. Vous mettez tout ça en place. Côté technique, vous arrivez à gérer. Et côté monde de la lutte, il y a beaucoup de pression. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà eu à avoir affaire à de gros comptes ici au Sénégal qui ont diffusé vos contenus, etc. Mais oui, on a eu affaire à des gros comptes, des gros médias même qui ont fait. Mais écoute, ils ne sont pas épargnés parce que la structure avec laquelle on travaille, à qui on a mandaté, on a donné le mandat pour gérer nos droits, c'est une structure quand même qui est très très puissante, qui a développé des collaborations avec YouTube, Facebook, Telegram et TikTok, tous les réseaux en tant que tels. Donc, qui peuvent bannir n'importe quel compte, aussi puissante qu'elle soit. Donc, qui ont les droits avec ces réseaux-là pour bloquer tous ces comptes-là. Donc, effectivement, il y a eu de très, très grandes chaînes qui ont eu à reprendre des signaux de façon frauduleuse, mais automatiquement, on a agi et puis là, ils l'ont pas refait. C'est clair parce qu'ils voyaient qu'ils pouvaient perdre leur chaîne YouTube ou bien leur compte sur les réseaux de réseau. Côté chiffres, est-ce que actuellement le pay-per-view permet aux promoteurs d'avoir beaucoup plus d'audience que quand c'était diffusé gratuitement à la télé?
Oui, le pay-per-view a changé vraiment la sphère, en fait. Le pay-per-view a tout changé. Parce que le pay-per-view a non seulement permis aux promoteurs et à nous aussi, concepteurs de la plateforme, et aux lutteurs, en fait, de mettre en place une économie qui les profitait, qui leur profite à tous, en fait, à nous tous. Donc là, avec le business model du pay-per-view, on a pu faire de sorte que le promoteur, il gagne beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que quand on a un combat de lutte, il y a des personnes qui sont au niveau de la diaspora qui ne devaient pas contribuer à ces combats-là. Il y a des personnes qui sont ici au Sénégal qui veulent regarder la lutte et qui sont obligées maintenant de payer. Donc, imagine des dizaines de milliers de personnes qui payent pour regarder un combat de lutte. C'est quand même intéressant en termes de chiffres. Maintenant, on a énormément de frais, on a énormément de collaborateurs, mais quand même, on arrive à... Parfois, les pay-per-view arrivent à même, pour le promoteur, ça lui permet de payer le cachet d'un lutteur. Et aussi, autre chose, c'est que avant, avec la gratuité, avec la télé, la lutte était trop exposée. On avait énormément de combats diffusés à la télé. Toutes les télés diffusaient tous les combats, les grands, les moyens, les petits. Tu avais des combats du lundi au dimanche. Et à un moment donné, même ce n'était plus intéressant parce qu'on travaillait pas sur la qualité, il y avait juste la quantité. Et avec le pay-per-view, le fait de rendre un petit peu plus privé ces contenus, ça a créé l'envie, ça a suscité l'envie chez les téléspectateurs de découvrir et d'avoir soit d'acheter le code ou soit de revenir au stade. Parce qu'il y avait beaucoup d'amateurs qui avaient arrêté de venir à l'arène nationale pour regarder des combats. Donc avec le pay-per-view, ils se disent, s'il faut payer, je préfère aller au stade pour regarder le combat. C'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, une bonne soirée de pay-per-view, combien est-ce que d'utilisateurs est-ce que vous pouvez compter dans une bonne soirée de pay-per-view en termes d'utilisateurs? Bon, maintenant, ça dépend. Ça dépend parce que ça dépend du prix. Il y a des pay-per-view à 2000 francs, mais il y a des pay-per-view à 10 000 francs. Ah bon? Ouais, il y a des pay-per-view. Les grands combats, maintenant, les pay-per-view coûtent 10 000 francs. Comme Balla Gaye de Cité, nous avons vendu le code pay-per-view à 10 000 francs au niveau national. Et au niveau international, nous l'avons vendu à 20 €. 19,99 €, donc soit 15 000 francs. Donc, les prix varient. Donc, si tu as un prix faible et si le combat est un combat de moindre envergure, tu peux te retrouver avec quelques milliers de personnes. Mais parfois, sur les grands combats, tu peux te retrouver avec beaucoup de personnes. Maintenant, les chiffres sont un peu confidentiels. Surtout qu'on a signé des contrats avec des clauses de confidentialité avec les promoteurs. Mais quand même, on peut dire qu'il y a énormément de personnes qui achètent pour regarder ces combats-là. Et là, ils ont même trouvé une stratégie, c'est de se retrouver à 5, 6, 7 ou 10 personnes dans un salon. Quelqu'un achète le code et tout le monde en bénéficie. Tout le monde en profite. Exactement. Ça permet aussi de créer une certaine ambiance, de regarder. Voilà. Aujourd'hui, vous arrivez à décrocher pour la première fois une grande chaîne, une chaîne internationale. Je parle de Canal. OK? Qui intègre maintenant le monde de la lutte et qui travaille avec vous en étroite collaboration. Comment est-ce que vous êtes arrivé à attirer une grande chaîne comme Canal dans le monde de la lutte? Je pense que c'est le fruit d'un très, très, très long travail qui a démarré avec nos premiers événements de pay-per-view où on avait déjà approché Canal à l'époque pour une collaboration, les équipes de Canal Plus International. Puis après ça, faut dire que on a pu régler pas mal de choses avec le CNG et maintenant la fédération, c'est-à-dire sur le timing. Parce que les combats de lutte avant, on pouvait se terminer à 21h, 22h, la diaspora se plaignait. Puis ici aussi, on savait pas quand est-ce qu'un combat se terminait. Une soirée qui démarrait à 15h pour se terminer à 22h, 7h de direct. C'était pas professionnel. On pouvait pas attirer les grands diffuseurs qui avaient besoin d'un très bon timing. Mais il y a eu de nouvelles mesures au niveau des autorités étatiques, mais aussi au niveau du CNG pour limiter les temps de combat. Donc le premier combat est sifflé à 16h et le grand combat au plus tard à 18h30 et au plus tard à 19h, la soirée était terminée. Donc on se retrouve sur des standards de 3 heures de direct entre 16h et 19h. Donc ça aussi, ça a été déterminant. L'autre chose, c'est Moutlo. Il faut tirer notre chapeau à Moutlo, qui a énormément fait pour la lutte sénégalaise, qui s'est énormément professionnalisé ces dernières années.
Donc, je dois avouer que Modou Lo a énormément fasciné Canal+. Donc, Modou Lo de par son professionnalisme, Modou Lo de par son comportement, Modou Lo de par sa façon de faire, Modou Lo a beaucoup contribué à aujourd'hui cette entrée de Canal+. Parce que vous avez vu que Modou Lo, depuis quelques années, il met en avant l'aspect professionnel sur les réseaux sociaux. Il a une page, il a un agent marketing, un responsable digital. Donc, il noue des collaborations avec les ambassades, il noue des collaborations avec des marques. Donc, il montre vraiment un aspect professionnel de la lutte. J'ai aussi apprécié le stage qu'il a organisé pour... Exactement. Voilà. Et c'est pas ça. Pour les lutteurs de Parcelles, en fait. C'est pas ça. Je dirais même pas les lutteurs de Rock Energy, je pense que... C'est Parcelles dans l'ensemble. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'avait fait en 2019 lorsqu'il croisait Balla Gaye numéro 2. Il était allé en Espagne. Mais tu vois... Je m'en rappelle. À l'époque, en Espagne, avec Papa Sow, Yekini Junior, beaucoup de lutteurs et des coachs. Et vraiment, il y avait tout un staff à l'époque de plus de 13 personnes. Et là, il s'est déplacé avec une vingtaine de personnes à Paris. Donc, d'où aussi, on peut noter l'importance des réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, c'était pas très vulgarisé. Mais maintenant, il fait beaucoup d'actions, mais qu'il partage avec la communauté de la lutte. Donc, Modou Lo a énormément contribué à aujourd'hui ce résultat, cette entrée de Canal+ dans la lutte sénégalaise. Une autre personne qui a énormément fait pour la lutte sénégalaise, c'est monsieur Eric Favre. Donc, qui aujourd'hui m'a permis, moi, de connaître des équipes de Canal+ à l'international. Donc, on a fait un premier combat de MMA à Abidjan, où c'était diffusé sur Eric Favre TV. Le deuxième combat a été diffusé aussi sur Eric Favre TV. Mais le troisième combat, on a dû travailler avec les équipes de Canal+, qui étaient intéressées par la lutte sénégalaise et intéressées par les lutteurs qui faisaient leur transition dans le MMA. Donc, ils nous ont accompagnés dans un format plus carré, parce que le MMA est plus carré que la lutte. Donc, mieux maîtrisé et tout. Donc, et là, ils ont été façonnés par la popularité des lutteurs sénégalais qui, sur les réseaux, prédominaient par rapport aux autres nationalités, les autres combattants. Donc, les lutteurs sénégalais ont fait une belle sensation. Donc, on a eu des reportages de Ada Fass, des reportages de Boucher Ketchup et tout. Ça avait bien fonctionné en tout cas. Puis, une autre structure à féliciter, c'est Albourakh Events. Baye Ndiaye, son grand frère Aziz Ndiaye, ils n'ont jamais cessé d'œuvrer pour le développement de la lutte sénégalaise, l'innovation. Donc, ils ont beaucoup fait pour la lutte sénégalaise. Ils ont organisé des combats de qualité, pas seulement des grands combats, mais des galas avec beaucoup de combats préliminaires de qualité. Donc, je ne peux pas citer tous les promoteurs, mais il y a eu aussi des tractations avec Gaston Meng à l'époque, avec Canal et tout. Donc, c'est le fruit d'un long travail. C'est une succession de choses qui se sont passées. Et moi, à mon niveau, j'ai dû pousser pendant des années avec les équipes de Canal+ International. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on a pu décrocher Canal, la pièce maîtresse, la personne principale qu'il faut féliciter et à qui on doit ça, c'est la directrice générale, Madame Fatou Soba, qui est la directrice générale de Canal+ Sénégal. Parce que avant, les promoteurs pouvaient parler aux équipes de Canal+, pouvaient parler aux directeurs de Canal+, mais ces directeurs-là, peut-être, n'avaient pas cette sensibilité-là pour la lutte sénégalaise, parce que c'était des directeurs à l'époque de 2010 qui ne venaient pas du Sénégal, qui n'étaient pas nés au Sénégal, qui ne comprenaient pas les réalités du Sénégal, les réalités de l'Afrique. Donc, le fait d'avoir une directrice générale qui est sénégalaise, qui a fait le tour de l'Afrique, qui comprend les réalités africaines, donc ils savent, et elle sait que naturellement, les contenus que consomment les Africains et les Sénégalais, ce sont des contenus comme la lutte sénégalaise. Aujourd'hui, ici, un combat de lutte sénégalaise, Modou Lo Sa Thiès, il va être plus viral, plus populaire qu'un match amical entre le Sénégal et le Brésil. Même si le Sénégal joue en éliminatoire de Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique, je pense que Modou Lo Sa Thiès aura beaucoup plus d'audience. À moins que l'équipe du Sénégal maintenant soit dans un très très grand match de foot ou un très grand match de Coupe du Monde, là, je pense pas qu'ils puissent battre l'audience des combats de lutte. Donc, il fallait avoir un leader, il fallait avoir une directrice générale qui comprend les enjeux et qui aussi n'est pas complexée. Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de personnes avec l'aspect mystique, l'aspect culturel qui ne veulent pas de la lutte sénégalaise. Mais c'est une directrice qui
comprend en tant que tel les réalités de l'arène, le folklore, l'ambiance, et qui a dit qu'à un moment donné, il fallait que Canal+ soit là, parce que Canal+, c'est pour les Africains aussi. Canal+, c'est dans 48 pays africains, et on est sûr et certain que la lutte sénégalaise va plaire à tous ces pays africains, parce qu'on a eu à organiser des tournois de la CEDEAO entre le Niger, le Nigeria, pas mal de pays d'Afrique, puis on voit que ça suscite énormément d'envie, donc c'est très très aimé par tous ces pays-là, donc un combat royal et des combats préliminaires internationaux, on est sûr que ça va faire le buzz sur Canal+, mais ça va faire le buzz aussi partout en Afrique. Excellent. À un moment donné de ta carrière, je pense en 2023, tu es retourné au Canada, c'est bien ça? Oui. Quelle a été la raison? La raison, c'est que à un moment donné, c'était devenu compliqué d'entreprendre au Sénégal. Très, très, très compliqué. Je suis rentré au Sénégal en 2017, fin 2017, début 2018. Pendant 5 ans, c'était des critiques, des insultes sur les réseaux. C'était des difficultés. C'était des combats tous les jours. Tu ne comprends pas, tu n'es pas censé avoir des ennemis, mais tu en as, parce que tu œuvres pour le développement du sport, tu œuvres pour le développement de la culture. Tu crées des emplois, mais tu te rends compte que les gens ne te rendent pas la tâche facile. Au contraire, on va tout faire pour te déstabiliser, tenir des propos malsains sur ta personne, t'accuser de certaines choses. Donc c'est devenu compliqué. Et à un moment donné même, il y a eu la Covid. Après la Covid aussi, il y avait des combats qu'on préparait, puis à la dernière minute, il y avait une série de blessures, les lutteurs étaient blessés, donc les plans étaient faussés, tu avais investi énormément d'argent sur ces combats-là, sans pour autant que ces combats aient lieu, donc c'était de l'investissement à perte. Et à un moment donné, je ne tenais plus, et j'étais devenu trop lourd pour l'entreprise, en fait. C'est-à-dire que je prenais mon salaire, je fonctionnais avec Lutte TV, le pay-per-view, mais à un moment donné, mon rythme de vie, à un moment donné, mes besoins dépassaient largement les revenus, alors que il y avait d'autres employés à rémunérer. Donc, j'ai préféré quitter le navire pour alléger les charges, laisser les revenus aux employés, puis moi, retourner au Canada pour trouver un travail et me refaire une nouvelle santé. Notre objectif cette année, permettre à 10 000 personnes de lancer et de développer leur business. Et la première étape pour y arriver, c'est d'inspirer et de motiver à travers ce podcast qui met en avant des parcours d'entrepreneurs confirmés. Et pour toi qui vas aller plus loin, nous te proposons un pack qui va te permettre de démarrer concrètement ton business et de faire tes premières ventes. Dans le pack, tu as une formation business qui t'explique de manière simple les piliers du business. Comment avoir un mindset d'entrepreneur, créer une offre irrésistible, mettre en place une stratégie de communication, élaborer un système de vente, mettre en place un système de délivrabilité, gérer les opérations, logistique, finance, ressources humaines. Dans le pack, tu as aussi un e-book avec 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. On lance ce pack Business Starter à un prix vraiment très accessible pour permettre au maximum de personnes d'en profiter. 9 900 francs CFA. L'offre est limitée, donc clique sur le lien en description pour en profiter dès maintenant. Tu fais un sacrifice pour permettre à cette initiative de continuer. Et je sais que ça doit faire partie des moments les plus compliqués de ton aventure. Aujourd'hui, est-ce que tu as une idée du montant le plus gros que tu as perdu dans cette aventure entrepreneuriale? Le plus gros montant que tu as perdu? Tu as investi et que tu as perdu? À l'époque, moi je dis que je travaille avec beaucoup de passion. C'est une phrase que Baye Ndiaye, le promoteur, aime bien répéter. Il dit que dépenser sans compter, c'est une phrase que j'ai apprise de Buzz. Donc cette phrase-là, moi j'ai l'habitude de la répéter. Moi en business, à un moment donné, je dépense sans compter. Donc je dis que c'est une qualité, c'est un défaut. Il y a un manque d'organisation à ce niveau-là parce que je contrôle pas tous les flux, mais aussi je suis pas pingre, c'est-à-dire que à un moment donné, on est en Afrique avec des réalités. Pour faire rouler un business,
il faut à un moment donné mettre la main à la poche, en fait. Après un combat de lutte, il faut faire le tour. Le vigile, le gars qui tire les câbles, les gars qui nettoient. En fait, toutes ces personnes-là, il faut forcément leur donner un billet. Donc tout ça, c'est fait à l'africaine. C'est pas appeler le comptable pour lui dire ok, fais une transaction à cette personne-là par Wave et tout. Non, il y a le sutura. Ici en Afrique, tu mets la main à la poche et finalement c'est même ton argent que tu redistribues dans ces combats-là. Donc tu peux pas forcément estimer la perte. Tu peux pas estimer les dépenses parce que là il y a l'argent dépensé avec l'entreprise, mais il y a aussi l'argent dépensé de ta propre poche. Et je pense que même ça, c'est le plus, c'est ce qui est énorme en fait. C'est le sacrifice que tu fais à ton niveau. Est-ce que vous avez déjà eu à programmer, planifier un événement qui n'a pas finalement abouti et que vous soyez obligé de rembourser toutes les personnes qui ont acheté? Bon, on touche du bois, ça ne s'est jamais produit. Ça ne s'est jamais produit. Donc, tous les combats qu'on a eu à diffuser, parfois les combats pourraient être reportés. Les combats sont parfois reportés. Mais quand même, après, ils ont toujours lieu. Le groupe s'agrandit. Ça a commencé par une chaîne. Et par la suite, il y a eu une affiche avec le pay-per-view. Et aujourd'hui, je pense que vous vous êtes lancé dans la promotion. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans la promotion? Vous organisez maintenant des combats? Oui, donc je vous ai parlé tout à l'heure d'Éric Favre que j'ai rencontré en 2022 en tant que prestataire. C'était pour un combat qu'il avait organisé entre Bombardier et Tapha Tine. Et moi, je devais faire le pay-per-view avec ma structure Buzz Pro. Puis en 2022, on l'a aidé aussi sur Eric Favre TV à lancer sa chaîne qui existait depuis 2019 mais qui avait pas beaucoup de contenu. Donc on a eu à travailler sur la stratégie et tout. En 2023, on a fait le premier combat Bombardier Tapha Tine, le deuxième combat du mois, et c'était le premier organisé par Eric Favre. Après, on a fait ensemble le drapeau du chef de l'État. Puis tout ça, c'était en tant que prestataire. J'avais ma structure Lutte TV, lui il avait son groupe. Et à un moment donné, quand j'avais pris la décision de retourner au Canada, j'étais même dans une logique de vendre Lutte TV pour sauver la boîte, c'est-à-dire en fait transférer le matériel, transférer la chaîne, transférer le personnel à un acheteur. D'accord. Okay. Exactement. Donc et là il m'a dit que Lutte TV sans toi ça vaut rien. Vraiment, donc moi je vais pas acheter Lutte TV, mais je vais acheter des actions dans Lutte TV. Donc c'est là où il a pris la décision de m'accompagner. Et là on a créé Eric Favre Media avec Lutte TV et Eric Favre TV. Donc on a mis ma chaîne et la sienne dans un même groupe. Et une autre chaîne que j'avais qui était BP Actu, une chaîne d'actualité générale. Donc, on a mis ces trois chaînes-là dans le groupe Eric Favre Media. Et il m'a mis une pression de ouf pour revenir au Sénégal. Je pense qu'il me disait, Ibrahim, c'est pas possible. Moi, je peux pas quitter la France et venir ici au Sénégal, vivre au Sénégal. Et toi, tu te permets de rester au Canada. Il faut que tu reviennes. Donc, c'est là où d'où est-ce que tu as tiré ce mindset-là de, OK, je ne suis pas plus important que l'entreprise. Et il y a aussi un mindset qu'on a un peu dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est que quand on crée une structure, quand on crée une entreprise, on veut forcément posséder 100% de l'entreprise. Et je pense que c'est un peu africain. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu en penses et d'où est-ce que tu tires ce mindset-là? Je pense que ça, je vais encore répondre à une de tes questions au début. Qu'est-ce que tu as appris du Canada? La première fois, quand j'ai lancé Lutte TV en 2017. Lorsque j'ai lancé Lutte TV en 2017, je me suis retrouvé avec un Français à Montréal. On a eu à discuter dans un Tim Hortons, un resto, puis c'était un entrepreneur et c'était ma sœur qui faisait ses déclarations d'impôts. Donc, il a tenu à me conseiller par rapport à mon business et tout. Puis, il m'a répété une phrase qui est restée gravée dans ma tête. 100% de zéro, c'est zéro. 50% de 1 million, c'est 500 000.
il m'a dit qu'aujourd'hui, ne faut jamais au plus grand jamais avoir peur de s'associer et de partager un business. Jamais. Il y en a des gens qui veulent garder le business que pour eux. Et ça, c'est la chose que j'ai apprise en premier. Il ne faut jamais penser qu'un business va rouler que lorsqu'on est seul, en fait. On a besoin des gens. Parfois, on a des failles, on a des défauts. Le fait de s'associer à des personnes, comme on a l'habitude de dire, seul, on va vite, mais ensemble, on va très loin. Et là, depuis qu'il m'a répété cela ce jour-là, tout ce que j'ai fait à nouveau, je me suis associé à une personne. Et là, je ne regrette pas. Je préfère avoir 30% d'un business que d'avoir 100% d'un business. 30% d'un business avec 2 autres personnes très qualifiées que d'être 100% proprio de mon business. Et là, je l'ai appris avec le pay-per-view. Dès les débuts du pay-per-view, au début du pay-per-view, j'en ai parlé à Xavier, qui était à Paris, qui était un partenaire de confiance. J'en ai parlé à Massamba, qui est un cousin germain. Puis, tous ensemble, mais je peux dire que sans eux, on n'aurait pas pu faire un seul événement de pay-per-view. C'est grâce à eux, on a eu à faire des merveilles. Donc, ils sont très talentueux, ils sont parfois même des hommes de l'ombre, c'est plus moi qui suis mis en avant et tout, mais eux, ils sont exceptionnels. Donc, j'ai appris cela sur le pay-per-view avec Buzz Pro, et après, sur le TV, à un moment donné, il fallait que je puisse m'ouvrir pour atteindre des objectifs parce que j'en pouvais plus. Au début, le TV était seul dans le game. Il n'y avait pas de médias digital concentré dans la lutte sénégalaise. Puis après, il y a eu plus de 100 sites internet spécialisés en lutte sénégalaise. Tous les promoteurs qui organisaient les combats et qui me donnaient les droits se sont retrouvés être mes concurrents. Ils travaillent avec moi dans le pay-per-view, mais ils sont concurrents avec moi sur la chaîne. Donc, les revenus de la chaîne ont commencé à baisser. Puis encore pire, le matériel se détériorait, il fallait changer la qualité, il fallait aller vers des caméras 4K, vers des caméras de meilleure qualité cinématique, etc. Autre chose encore, la concurrence des télévisions, qui à un moment donné avait quitté l'arène. Les télés ne s'intéressaient plus à la lutte sénégalaise, il y avait quasiment plus d'émissions. Il n'y avait que la 2STV qui continuait à maintenir son émission et qui faisait du bon travail. Bantamba. Mm-hmm. Mais à part le Bantamba, même 2S à un moment donné, c'était 2 émissions. C'est vrai que je ne vois plus les du tir. Il y a Tcharabal sur RTS. Bon, je connaissais un peu les qui. Il y a Tcharabal sur RTS. Qui est plutôt, à un moment donné, ça a repris parce que grâce à Pape Alignon, le directeur général de la RTS. Ils avaient arrêté aussi. Ils avaient arrêté à un moment donné, mais grâce au directeur général de la RTS. Maxi, il était à Sen TV quand combat aussi. Donc, à un moment donné, il y avait quasiment plus d'émissions dans la lutte, au niveau des télévisions. Mais avec l'arrivée du pay-per-view, le digital qui s'est développé, Lutte TV, les télés ont recommencé à produire énormément et à te concurrencer et à essayer de prendre des combats qui t'étaient destinés. Donc, à un moment donné, j'en pouvais plus. Il fallait avoir un partenaire pour maintenant me réinventer. Il fallait se réinventer. Et ce qu'on a fait avec Eric Favre sur le groupe Eric Favre Media, mais aussi sur la Ligue Eric Favre Nation MMA. Et donc, il fallait expliquer tout cela pour revenir à ta question. L'organisation des combats a démarré avec la Ligue Eric Favre Nation MMA, où notre structure Buzz Pro est actionnaire. Donc, Buzz Pro, notre structure canadienne, est actionnaire à la Ligue, dans la Ligue Eric Favre Nation MMA. Et là, on a eu à organiser 3 événements, 2 en Côte d'Ivoire, puis 1 au Togo. Et là, ça m'a donné goût. Avec aussi des partenaires au Canada comme Amadou Ndoye, qui a eu à travailler sur la première organisation d'un événement de lutte avec le regroupement général des Sénégalais au Canada. Donc après, moi aussi, les organisations que je faisais ici en Afrique, j'ai essayé une organisation à Montréal qui a cartonné avec le face-to-face entre Modou et Sathies et le combat Bakary Sakho qui était un coach qui se retrouve être maintenant un lutteur et qui gagne son premier combat face à Amoner qui n'est pas n'importe qui. Et Bakary va bientôt combattre pour la 3e édition du festival, mais avant la 3e, on a une 2e édition à Paris avec Cité. Donc, on a pris goût dans l'organisation de combats, mais je préfère me concentrer dans les combats de lutte traditionnelle sans frappe.
à l'extérieur du Sénégal, dans la diaspora. Parce que pour moi, il faut laisser la place ici aux promoteurs, parce que quand même, je vais pas concurrencer mes propres partenaires. Donc, je leur laisse la place ici, et moi, je vais organiser des combats au niveau international. Ici, peut-être, je me suis intéressé à l'organisation d'un seul événement parce que c'était pour faire venir Canal+, un combat de lutte sans frappe où la mise était de 20 millions, où j'étais en coproduction avec le promoteur. Mais je préfère ne pas organiser des combats au Sénégal tant que je suis en partenariat avec les promoteurs. Le jour où les promoteurs seront en concurrence avec moi sur le pay-per-view, là, je descendrai dans l'arène en tant que promoteur. Parlant de concurrence, est-ce que il y a déjà eu un concurrent? Une dizaine. Côté pay-per-view? Une dizaine. Bon? Dizaine. Il y en a une, je vais pas les citer, mais il y en a une dizaine. Bizarrement, je n'ai jamais entendu parler de notre structure qui fait du pay-per-view au Sénégal. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques qu'ils ont eu et les gens nous ont affecté ces problèmes-là, pensant que c'était notre plateforme. Alors que peut-être c'était des plateformes qui ne comprenaient pas les enjeux du pay-per-view. Il y en a qui avaient la volonté de bien faire les choses, mais les réalités de la lutte sont différentes des réalités des autres disciplines. Donc tu peux venir avec ta plateforme de pay-per-view pensant que c'est simple, c'est juste comme dans le foot, dans la musique et tout, et tu te rends compte que dans la lutte c'est autre chose. Tu vois des gens qui coupent des câbles, des gens qui sont prêts à te saboter, qui sont prêts à... Mais il y a même du mystique. Il y a tout. Il faut être très fort psychologiquement, mentalement pour évoluer dans ce milieu. Il y a tout. Et tu vois un ami qui est aujourd'hui avec toi, qui dit du bien de toi dans les médias, demain qui t'insulte parce que peut-être tu n'as pas exécuté une requête ou bien tu n'as pas répondu favorablement à quelque chose. Donc, mais la lutte, il y a tout. C'est un milieu parfois malsain, c'est un milieu parfois où il y a des propos malsains et tout, mais c'est un milieu où il y a des personnes de qualité. Et c'est ce qui nous maintient dans ce domaine-là, parce qu'on a vraiment une très belle affinité avec pas mal de personnes. Mais ces structures-là ont eu énormément de mal dans le domaine de la lutte sénégalaise. Et puis la lutte aussi est très aimée. Donc tu peux avoir une plateforme bien la tester et tout. Tu vois qu'elle roule, elle est magnifique, elle est nickel. Le jour où il y a un pay-per-view, un très grand pay-per-view, tu mets en avant cette plateforme. Et il y a le rush, tu te rends compte que tu n'es pas capable de gérer ça. Hein, parce que la montée en charge, c'est extraordinaire, l'incompatibilité avec certains supports, certaines télés et tout, certains téléphones, appareils, c'est compliqué. Donc il y a une dizaine et il y a Orange aussi qui s'est démarqué quand même, qui a fait du bon travail. Et on a eu à travailler avec eux sur au moins 4-5 événements en co-diffusion où nous-mêmes on a produit le signal, on l'a envoyé, on a vraiment une très belle affinité avec leur plateforme Wido et s'était lancé eux aussi dans le pay-per-view. Quelle a été ta pire soirée pay-per-view? J'étais au Canada, je pense, à l'époque. Les équipes avaient géré le pay-per-view ici au niveau local. C'était un combat Papa Sow contre Siteu. On avait changé de plateforme. La technologie qui était utilisée, on l'a complètement changé parce qu'on voulait satisfaire le public sur côté expérience utilisateur et tout, les facilités de paiement, les facilités de visionnage. Donc là, ce changement-là, ce que je viens de te dire, on avait tout testé, tout se passait bien, mais le jour J, c'était extraordinaire. Wow. Quand il y a eu la montée en charge, quand tout le monde a voulu se connecter sur la plateforme, ça a bugué de façon extraordinaire. On comprenait rien, alors que tous les tests avaient été faits. Mais dans les réalités, waouh, ça a bugué tellement que on a dû offrir le combat sur YouTube. Et ça a battu, ce jour-là, on avait battu les records parce qu'on était jusqu'à plus de 200 000 personnes. Et c'était en 2021. 2021, je pense. Plus de 200 000 personnes regardaient le live sur YouTube. Puis, c'est à 5 minutes avant le combat qu'on a crypté le signal sur YouTube pour demander aux gens d'aller se connecter parce qu'on avait réglé le problème. Alors que, en général, on crypte au moins 2 heures avant le grand combat. Mais là, on a crypté 5 minutes avant le grand combat. Donc, cette soirée-là, je me suis couché à 19h. Et je me suis réveillé, je pense, à 10h, 11h. Puis après, fallait maintenant allumer YouTube,
allumer la télé pour maintenant entendre les critiques. Les retours. Tous les ennemis. En profiter. Tous les ennemis, exactement. Toutes les chaînes de télévision, tous les gars ont commencé à faire des plateaux spéciaux. Il faut bannir le pay-per-view. On disait que c'était pas un bon modèle et tout. Mais on a quand même toujours eu le soutien des promoteurs parce que quand même, on leur donnait de l'argent quand même. On leur donnait énormément d'argent. Sans le pay-per-view, ils pouvaient plus organiser des combats. Donc, ils étaient tous là en train de trouver des solutions pour qu'on puisse améliorer ce business-là parce que c'est le business, ça leur profite à eux d'abord avant de profiter à qui que ce soit. Et c'était quoi la meilleure soirée pay-per-view? Meilleure soirée pay-per-view, je dois dire, c'est Ama Baldé Franc. Meilleure soirée pay-per-view. Balla Gaye Siteu, meilleure soirée pay-per-view. Je suis un peu mitigé entre les deux. Parce que pourquoi Ama Baldé Siteu? Pourquoi Ama Baldé? J'arrête pas de dire des combats qui n'ont jamais eu lieu là. Pourquoi Ama Baldé Franc? C'est parce que on avait réglé tous les problèmes du pay-per-view. Tout se passait bien. On divisait les combats sans problème. Puis un beau jour, Modou Lô Siteu. Le dernier combat Balla Gaye de Tapha Tine, ça se passe bien. Mais Modou Lô Siteu, on double les ventes de Balla Gaye de Tapha Tine. Wow. En l'espace de 3 mois. C'est Balla Gaye de Tapha Tine, c'était au mois de juillet. Modou Lô Siteu, le promoteur, il signe très tôt avec nous. On fait la promo avec la TFM, avec Lutte TV, avec Eric Favre qui s'y mêle, et Jamba Production, le promoteur. On fait un très bon travail pendant 2 mois. La préparation, c'est important. On a préparé le combat pendant 2 mois. On a vendu les cotes pendant 2 mois. On a adopté une très bonne stratégie de pré-vente. Et on double les ventes du combat Balla Gaye de Tapha Tine. Extraordinaire. En doublant les ventes, il y a des problèmes techniques. Parce que tu as un flux qui est beaucoup plus grand. Même si tu as tout prévu, mais tu as un flux énorme. Puis là, ça, c'était quand même bien. Parce qu'on s'est remis en cause. Parce qu'on se disait que le pay-per-view, si le problème était réglé, peu importe, 1 million, 2 millions de personnes, on ne peut pas avoir de problème. Mais là, on se rend compte qu'effectivement, il y a du travail à faire. Il y a toujours du travail à faire. Et là, on était à l'aise, on était tranquille. Là, c'était plus des questions techniques. La plateforme était stable. On prenait juste, on gagnait de l'argent, puis on investissait et tout, mais on n'était pas dans une logique de travail techniquement. Mais ce combat-là nous a permis de nous dire, OK, là, il faut qu'on revoie le parcours. Il faut qu'on revoie l'architecture. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, Modou Lô Siteu, c'était au mois de novembre, après énormément de critiques, comme d'habitude dans les télés, tout ça. Pay-per-view. Mais oui, Modou Lô Siteu, c'était au mois de novembre 2024. Puis, Ama Baldé Franc, c'était en février 2025. Puis, c'était le premier grand combat après Modou Lô Siteu. Certes, il y a eu entre-temps Gris Bordeaux Zarco, qui était un combat moyen, mais pour moi, Ama Baldé Franc, c'était le test grandeur nature. Et, cerise sur le gâteau, sur Ama Baldé Franc, on a vendu pour le même nombre de personnes. Il y a eu le même nombre de personnes qui se sont connectées, ou même plus de personnes qui se sont connectées sur la plateforme. Mais on a fait moins de chiffres parce que le prix était moins élevé. Donc sur Modou Lô Siteu, on était à 10 000 francs, alors que sur Ama Baldé Franc, on était à 8 000 francs. Donc on a fait moins de chiffres, mais on a eu plus de personnes. Et là, je me suis dit, waouh, donc c'est bon maintenant. Vu que techniquement c'était bien, c'était beaucoup plus important que l'argent. Plus important, et c'était stable, la qualité d'image, c'était stable, la connectivité et tout. Tout le monde appelle pour dire que c'était magnifique le pay-per-view, contrairement à Modou Lô Siteu. Je me suis dit, oh, super. Là, c'est bon, alhamdoulilah. Donc c'était une très belle soirée pay-per-view. Donc là, ça nous a permis maintenant d'enchaîner sur d'autres combats. Et sur Balla Gaye de Siteu, après, on a battu encore le record. Sur Balla Gaye de Siteu, on a battu encore le record de Modou Lô Siteu en termes de chiffres et de Ama Baldé Franc en termes de personnes. Donc Balla Gaye de Siteu détient le record à tous les niveaux. Et ça s'était très bien passé. Et c'était le lendemain d'un combat qui était le 19-20, qui était le festival de la lutte. Ada Fass Liss Ndiago le 19, Balla Gaye de Siteu le 20. Donc sur un week-end, on était tranquille techniquement et sur les chiffres aussi, on a battu tous les records. Donc pour moi, c'est les 2 plus grandes satisfactions que je retiens du pay-per-view, qui sont Ama Baldé Franc le 16 février 2025 et Balla Gaye contre Siteu le 20 juillet 2025. Great.
C'est-à-dire que moi, je suis vraiment content quand je vois des success stories comme ça. Parce que d'habitude, l'aventure entrepreneuriale ne démarre jamais de manière tranquille. Il y a tout le temps des hauts et beaucoup de bas. Quelques hauts et beaucoup de bas. Et là, quand ça commence à donner des fruits comme ça, on est tout le temps content, on est fier en fait, surtout que c'est un Sénégalais qui arrive à accomplir des choses. Tu as été récemment nommé vice-président de la Ligue de Dakar. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne comprennent pas c'est quoi la Ligue de Dakar? Ce que tu dis par rapport à la fierté, je pense que nous sommes encore les plus satisfaits. Mais pour moi, on n'a pas encore accompli 10% de ce qu'on est censé réaliser. C'est très, très important de le préciser. Le chemin est encore très long. Pour moi, tant qu'un lutteur ou des influenceurs qui travaillent dans la lutte ou les promoteurs ne marcheraient pas sur les rues de Times Square et que les gens viendraient prendre des photos avec eux, pour moi, on n'a encore rien réussi. Un Sadio Mané, il ne passe pas inaperçu à Dubaï, en Inde, partout dans le monde où Sadio Mané va passer, il ne passera pas inaperçu. Donc pour moi, dans la lutte sénégalaise, tant qu'on n'a pas fait un travail de sorte que les lutteurs, quand ils vont nous suivre dans le MMA en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, que les nationalités non sénégalaises puissent reconnaître ces lutteurs et prendre des photos avec eux, pour moi, on n'a pas encore atteint nos objectifs. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis très, très heureux de la collaboration avec Canal+. Parce que c'est un premier pas vers ça. Ça fait 20 ans qu'on cherche à avoir cette collaboration et qu'elle vient à son heure. Cette collaboration-là va nous aider à exporter, à internationaliser la lutte sénégalaise. Et ce qui va permettre d'amener de très grands sponsors. Ce qui va permettre aussi d'amener beaucoup plus d'argent dans le milieu et de développer beaucoup plus cette discipline sportive, ce patrimoine culturel. Clair. Donc, moi, je veux te dire, je suis très satisfait par tout ce qu'on est en train d'accomplir, mais je suis encore beaucoup plus satisfait par Canal et je reste aussi sur ma faim, en grosso modo, parce que pour moi, on n'est qu'à 10% de nos capacités. J'ai suivi un plateau il n'y a pas longtemps où Fadam Ebour disait que, en fait, c'est-à-dire que c'est bien beau, hein. Il disait en fait que les influenceurs, que les chroniqueurs aussi méritaient en fait d'avoir leur part en fait dans le développement de la lutte, etc. C'est-à-dire qu'ils méritaient en fait de sentir au même niveau que c'est-à-dire les lutteurs, ils voient leur cachet monter, etc. Voilà quoi, ils parlaient en fait du traitement que les chroniqueurs méritaient aussi dans ce domaine-là. Et ils n'ont pas à réclamer cela, ils l'auront naturellement. Parce que la lutte ira vraiment à un niveau exceptionnel. Donc, naturellement, ils auront des placements de produits. Maintenant, il faut aussi qu'ils essaient de traduire un peu leurs émissions. Ils essaient de commencer à parler français et commencer à avoir des intervenants, parce qu'aujourd'hui Fadam et Bourg, ce sont des chefs d'entreprise. Ce n'est pas seulement Fadam le chroniqueur ou Bourgueul le chroniqueur. Bourgueul, il a un plateau. C'est clair. Il a des employés, il a des chroniqueurs sur son plateau. Donc il faudrait que la chaîne commence à diffuser des contenus en français, et même des contenus en anglais, parce qu'il faut qu'on s'ouvre. Parce que le Sénégal, c'est un tout petit marché. On est à moins de 20 millions de personnes. L'entrepreneur ou bien l'opérateur économique sénégalais sera moins riche que l'opérateur économique nigérian. Parce que là-bas, ce sont des centaines de millions d'habitants. L'Américain, c'est un produit où des centaines de millions d'Américains vont s'approprier de ce produit. Alors qu'au Sénégal, c'est 20 millions d'habitants. Moins de 20 millions d'habitants. Donc, tu lances un pay-per-view au Nigeria sur un sport traditionnel qui est aimé. Tu as une cible beaucoup plus large. Tu te fais beaucoup plus d'argent. Donc, si tu te limites à ce Wolof-là,
tu vas pas pouvoir développer ton activité. Donc, Bourgueul, à travers sa chaîne, pourrait avoir quelqu'un qui pourrait faire des chroniques en français. Fadam Tou aussi a une chaîne, à travers sa chaîne, il pourrait y avoir des chroniques en français pour commencer déjà à s'ouvrir à l'international. Parce que comme je dis encore, si on veut développer cette lutte sénégalaise-là, si on veut développer vraiment le sport de façon générale, il faut qu'on s'ouvre aux autres pays. C'est clair. Et pour revenir à la Ligue de Dakar. Ligue de Dakar. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, moi, j'ai été jamais intéressé par tout ce qui est poste et tout. Donc, beaucoup de personnes même disent que j'ai été nommé. Mais c'est pas une nomination, mais c'est une élection. J'ai été élu premier vice-président de la Ligue de Dakar. Parce que pour moi, il y a une grosse différence. Parce que avant, on était en système de nomination avec le CNG de lutte, le Comité national de gestion. Il y avait Madame le ministre qui désignait les responsables à chaque poste, le président du CNG, le vice-président du CNG chargé de la lutte avec frappe, le responsable communication, marketing, etc., etc. Mais là, c'est une élection. On a dit, vous faites partie d'une écurie ou d'une école de lutte, venez déposer votre dossier par rapport au poste que vous voulez avoir. Donc moi, à un moment donné, j'ai accompagné le président de la fédération Birasen, qui était à l'époque président du CNG. Je l'ai accompagné dans beaucoup d'innovations. J'ai mis en place la VAR dans la lutte sénégalaise. J'ai mis en place les Lutte TV Awards pour récompenser les meilleurs lutteurs. Il y a eu aussi ce top 100 Lutte TV où on a déjà annoncé le top 20, le top 10. Et là, on travaille sur le top 100 pour pouvoir proposer un système de ranking. J'ai eu à créer un site internet pour le CNG, une chaîne YouTube pour le CNG, accompagner sur la captation les drapeaux du chef d'État, être le premier à avoir diffusé sur l'écran géant de l'arène nationale qui à l'époque était inexploité, mais nous avons été les premiers à diffuser. Donc il y a eu beaucoup d'innovations. Puis le président du CNG, après avoir été démis de ses fonctions, il a préparé la fédération, il a fait en sorte d'être élu président de la fédération. Il a battu campagne et on a été à ses côtés. Puis on a fini avec la fédération, il fallait maintenant élire les membres de ligue. Donc moi je me suis dit, écoute, j'arrête pas de donner mes idées au président de la fédération, j'arrête pas de donner mes idées au vice-président, au responsable communication, marketing, et ils se retrouvent dans un bureau, ils prennent des décisions et nous ne sommes pas concernés. Et moi j'ai un business qui dépend de ça, c'est-à-dire qui dépend de leurs décisions. Demain ils n'anticipent pas, ils n'innovent pas, donc moi mon business je peux avoir des problèmes par rapport à mon business. Donc écoute, il faut que moi-même aussi j'ai envie que la lutte se développe, se professionnalise, s'exporte. Donc, il faut qu'à un moment donné que je puisse vraiment être un peu loin de mes activités. J'ai de bons partenaires dans Buzz Pro, des associés qui aujourd'hui ont pris le lead dans Erifei. Aussi, un directeur général qui prend le lead. Donc, je peux me permettre, moi, à un moment donné, de prendre un peu plus de recul et de participer à ces élections et de pouvoir être membre et acteur et membre. Faire partie des instances, pouvoir participer aux réunions, pouvoir donner mon avis au moment des décisions, pouvoir même enclencher des actions qui vont contribuer à la réussite ou bien au développement de l'arène sénégalaise. Donc, et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je peux dire que dans le foot, ce sont des présidents de foot, de clubs de foot qui sont dans la fédération, dans la ligue, etc. Donc, moi, en tant que membre d'écurie et membre de la presse et tout, j'ai le plein droit de participer à ces élections-là et être élu premier vice-président. Je pense que c'est quand même un très grand honneur pour moi parce que à un moment donné, même mon candidat avec lequel je battais campagne pour le poste de présidence, lui, il n'a pas été élu. Donc, le fait qu'un autre gagne, en général, au niveau de la fédération, c'est la mouvance présidentielle qui a tout gagné. C'est-à-dire le président, tous les hommes qui étaient avec le président Birasen ont raflé tous les postes. Donc, le fait d'avoir un président, même si Tafa Gueye, c'est mon ami, c'est un papa pour moi, c'est un collaborateur dans beaucoup de domaines, mais la démocratie a fait qu'on n'était pas dans le même camp. On n'avait pas les mêmes... on ne battait pas campagne dans le même camp. Donc, mais quand même, il a battu mon candidat et moi, j'ai battu son candidat dans le poste de premier vice-président chargé de la lutte avec frappe. Mais depuis lors, c'est une belle ambiance. On travaille ensemble. Tout se passe très, très bien. On a commencé vraiment pas mal d'innovations dans le secteur. On attend juste que l'installation se fasse pour dévoiler au grand public notre plan d'action. C'est top. Moi, je te vois comme un entrepreneur accompli qui a
qui a su mettre en place pas mal de choses. Aujourd'hui, selon toi, c'est quoi ton secret business? Pour moi, c'est l'humilité. Pour moi, c'est le plus important parce que parfois, je rencontre des gens qui ont beaucoup plus de connaissances que toi dans le secteur du sport, dans le secteur de l'informatique, dans le secteur du business, dans tous les secteurs. Peut-être c'est rare de trouver quelqu'un qui regroupe tout cela, mais tu peux rencontrer des personnes en fonction des secteurs qui maîtrisent beaucoup plus que toi. Et le problème en général, c'est que quand on est jeune, fougueux et tout, on pense qu'on connaît tout, puis on est là à bomber le torse disant que ouais, je sais. Alors que parfois, il suffit d'être un tout petit peu calme, d'écouter, d'échanger. On se rend compte qu'on a besoin des gens qui sont très, très expérimentés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de situations où j'ai bénéficié de soutien de pas mal de personnes. Pas mal d'autorités, pas mal de personnalités ont eu à me soutenir parce que peut-être ils m'ont dit que j'ai une petite sagesse, une petite humilité qui fait que ils n'ont pas eu de mal à m'accompagner dans mes activités. Donc ça m'a ouvert énormément de portes. Donc pour moi en business, il faut être humble. Il faut être humble et bien éduqué, en fait. C'est-à-dire, il faut éviter d'être impoli. Parfois, souvent, dans nos relations avec nos employés, nos amis et tout, la façon de parler, la communication et tout. Pour moi, c'est pas une relation employé-patron, mais c'est une relation entre frères. Et il faut avoir des soldats. Il faut avoir des soldats qui sont prêts à mourir pour toi. Et toi aussi, il faut être prêt à mourir pour eux. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'ai une chaîne qui faisait de la politique. Il y avait des moments tendus dans ce pays. J'hésitais pas, quand je disais à quelqu'un, prends la caméra, va dans ce reportage, il disait, ah non, je lui montrais l'exemple. Je prenais la caméra, moi, j'allais sur le terrain. Au début de Lutte TV, quand j'allais sur le terrain, je prenais ma caméra, je filmais. Et les gens avaient une idée des patrons de presse. Et le patron de presse, c'était les gars costards dans le bureau qu'on voyait pas, qui n'allaient pas sur le terrain ou qui se déplaçaient que pour les grands rendez-vous. Et moi, j'avais ma caméra, j'allais sur le terrain. Alors que le nom de Lutte TV était connu de tous. Dans le milieu, Lutte TV était la référence. Puis à chaque fois, les journalistes disaient voici notre patron. Et les gars, ils disaient c'est lui votre patron là en t-shirt avec la caméra et tout, c'est pas possible. Donc alors que pour moi c'est peut-être le mindset américain. Je travaillais les boulots d'étudiants dans une usine qui faisait le recyclage de matériel aluminium, mais le patron qui était le big boss, c'était lui le premier en tenue de travail et qui vraiment faisait tout le travail. Donc, le travail stratégique, en tout cas, c'était lui qui était en avant. Donc, pour moi, en business, il faut vraiment être humble et être en avant, prêt à prendre des coups, recevoir des coups. Aujourd'hui, peut-être, je vois beaucoup de messages de félicitations, beaucoup de commentaires, les gens félicitent, tout le monde applaudit. Même avant, tout ce qui passait tout le temps à critiquer, maintenant, ils applaudissent. Alors qu'il y a 2-3 jours, il y a 2 ans, 3 ans, tu lisais les commentaires, c'était pas ça. Voilà. Comment est-ce que tu fais pour gérer une vague d'hostilité de personnes qui te disent du mal, qui t'insultent, etc. Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation-là? J'ai entendu une phrase, je pense, c'est « Pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Exactement. Jésus. Exactement. Donc, moi, à mon niveau, je me dis que je suis passionné et tout ce que je fais, peu importe tout ce que les gens disent, c'est la finalité qui compte. Et je sais que la finalité, ils se tomberont tous d'accord parce que au début, on m'a toujours critiqué de gâcher la popularité de la lutte, de vraiment mettre un frein sur ça, alors qu'en réalité, moi, tout ce que je voulais, c'est que la lutte puisse survivre. Et aujourd'hui, ça fait plaisir d'écouter quelqu'un comme Pape Alé Niang, directeur général de la RTS,
prendre la parole à plusieurs reprises et dire que Buzz a sauvé la lutte, que le pay-per-view a sauvé la lutte. Sans le pay-per-view, la lutte était morte. Donc d'entendre Youssou N'Dour de la TFM en 2019 prendre la parole pour leur dire prenez soin de ce pay-per-view, protégez ce pay-per-view, parce que je veux être clair avec vous, sans ce pay-per-view là, l'avenir de la lutte est morte. La lutte est morte, il n'y a pas d'avenir sans le pay-per-view. Yeah, parce que à la fin de la journée, c'est du business. Et quand on parle de business, il faut un client qui paye. Exactement. Et aujourd'hui, tu as permis, en fait, à cette industrie d'avoir un système, d'avoir un appareil qui permet de monétiser cette industrie. Parce que sinon, c'est juste du social et ce n'est ni dans l'intérêt des lutteurs, ni dans l'intérêt des promoteurs et ni encore dans l'intérêt des amateurs. Parce que là, les amateurs réclament de la qualité et des combats. Et des combats. Et pour ça, il faut des moyens. En 2017, il n'y avait pas de combat. En 2017, le plus grand combat, c'était Boy Niang Gouigui. Tous les autres lutteurs avaient chômé. Il n'y avait pas de combat. C'est le pay-per-view qui a permis aujourd'hui de renouer avec des saisons exceptionnelles. Et là, avec Canal+, on va sur une autre dimension. Et donc, tous ceux qui disaient, ouais, tu nous as privés des combats de lutte, maintenant, ils auront des combats. Parce que je pense que nous, notre maximum sont des dizaines de milliers de personnes. Mais avec Canal+, le maximum, ce sont des millions de personnes. Donc là, la donne change. Donc là, on peut dire que les gens vont retrouver les combats au niveau de télé. Donc il y a que c'était notre seul objectif. C'est notre seul objectif de faire développer cette lutte sénégalaise. Et ce n'est qu'un objectif. Ce n'est qu'un objectif parmi tant d'autres en fait. Est-ce que tu as déjà eu une discussion avec quelqu'un? Une discussion qui a changé beaucoup de choses en toi. Et je parle hormis la discussion que tu as eu avec la personne qui t'a parlé de 100%, de toujours t'associer. Est-ce que tu as déjà eu une discussion avec quelqu'un, une discussion assez profonde qui a créé un déclic en toi? Même si tu veux, tu ne dis pas le nom de la personne. Plusieurs discussions. Ce n'est pas une seule discussion. C'est comme je dis à chaque fois dans la. Si tu peux juste nous partager une des discussions. Bon, je t'ai déjà partagé celle avec mon cher ami par rapport aux 30%. Mais je pense que les discussions avec Eric Favre, parce que moi j'avais une vision sénégalaise de la lutte sénégalaise, mais il a dû me sortir de cette zone-là pour me montrer au fait que le business c'était l'international. Et il ne fallait rien négliger. J'ai envoyé des équipes au Maroc pour couvrir la Coupe d'Afrique. Puis tu voyais devant le stade, il y avait une boutique Eric Favre. Donc les gens qui ont quitté le Sénégal, qui voient la marque Eric Favre, qui se retrouvent au Maroc, qui voient une boutique Eric Favre, qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, qui voient un club Eric Favre, en Guinée, un club Eric Favre, en France, dans 12 000 pharmacies, des produits Eric Favre. Donc, en fait, à un moment donné, tu vois que tu fais confiance à ce produit, en fait. C'est comme aujourd'hui, on te met un t-shirt Nike et un t-shirt unique. 90% des personnes vont prendre le t-shirt Nike. Ou je dirais 99%. Il y a quelqu'un qui va dire que je veux être unique, je prends le t-shirt unique. Mais 99% vont prendre le t-shirt Nike parce qu'ils ont confiance à la marque. Parce que la marque a fait le tour du monde. Parce que la marque aujourd'hui est portée par LeBron James. La marque est portée par Mbappé et par Cristiano Ronaldo. Donc, ils développent une confiance. Et aujourd'hui, avec les discussions que j'ai eues avec Eric Favre, j'ai compris qu'il fallait être de partout. Dans la lutte, dans les MMA, dans la ligue de lutte professionnelle et demain, pourquoi pas dans la fédération de MMA. Il fallait organiser des combats de lutte. Il fallait être dans la diffusion. Il fallait être dans le pay-per-view. Il fallait être dans la promotion. Il faut être aussi en même temps dans le MMA, organiser des combats de MMA, organiser des combats de kickboxing. Il faut un business 360.
il faut se diversifier sans se disperser. Se diversifier, c'est-à-dire aujourd'hui, moi, tout ce que je fais, lutte, MMA, médias, pay-per-view, Canal+, informatique, en fait, tout est cohérent. C'est-à-dire, je peux inviter tout le monde dans une soirée où je vais parler le même discours. Pour le moment, tu ne me verras pas aller prendre un champ, faire des cultures d'arachide ou aller gérer des moutons et des vaches. Parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne vais pas aller dans l'élevage. Là, c'est trop loin de ce que moi, je sais faire. Donc, peut-être, tu peux me voir faire une petite série dans la lutte, le MMA, le sport de façon générale. Tu peux me voir faire une diffusion de matchs football, etc., médias, mais je ne vais pas me disperser. Top. Et je pense que tu fais partie des Sénégalais de la diaspora, pour terminer, qui ont, si je peux le dire ainsi, réussi le retour. Il y a beaucoup d'Africains au niveau de la diaspora qui n'ont en tête que de revenir en Afrique et participer au développement. Qu'est-ce que tu as à leur dire? D'être courageux, d'être très très courageux, parce que parfois c'est le courage. Moi, quand j'ai pris la décision de rentrer, mon père s'était opposé, mais j'ai dû lui expliquer les tenants et les aboutissants, puis après il a finalement accepté. Il faut être courageux dans la vie. Il faut prendre des décisions, parce qu'il n'y a que toi qui peux changer ton destin. Et bien calculer, mais aussi ne pas avoir peur de se lancer. Parce qu'il y en a qui veulent tout calculer, tout maîtriser de A à Z. C'est un problème, tu peux pas. Il faut avoir le goût du risque quelque part. Et il faut pas avoir peur de l'échec aussi. Et il faut pas être complexé. Le complexe est le plus grand ennemi de l'entrepreneur ou bien de l'homme de façon générale. Donc, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir le complexe. Parfois, on se réveille, on regarde le compte en banque, il y a 100 millions. Demain, on se réveille, il y a 10 000 francs. Parfois, même quand il y a les frais, là, ça passe à moins. Et pourtant, une semaine avant, il y avait 100 ou 200 millions dans le compte. Et parfois, c'est ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Ils te voient dans une activité, le gars, il est friqué, non, il est tranquille, il est bien. Mais oui, effectivement, parfois tu regardes, tu as 50 millions avec toi. Tu as 100 millions parfois, tu as 200 millions parfois. Mais parfois, tu as 100 000 francs. C'est ça l'entrepreneuriat, en fait. C'est ça. Parfois, tu as 10 000 francs. Wow. Non, c'est comme ça. Et heureusement, tu échanges avec les gens, tu te développes, tu avances. Mais il y en a pour qui, dès qu'ils commencent à 10 000 dans le compte, 100 000 dans le compte ou 1 million dans le compte, ils commencent à stresser. Non, non. Pour moi, la vraie richesse, c'est pas l'argent dans le compte bancaire, mais c'est ce qu'on a pu implanter, ce qu'on a pu mettre sur le pied. C'est l'appareil, en fait. C'est le business qu'on a mis en place. Moi, demain, peu importe les moyens, je vais investir dans le business. J'organise des combats. C'est-à-dire, tout ce que je devrais avoir en compte bancaire actuellement, c'est des avances chez les lutteurs là. C'est eux qui ont cet argent-là en liquide. C'est-à-dire, l'argent qui dort en banque, c'est pas très important. Le plus important, c'est que ça tourne, en fait. Ça tourne. Maintenant, ça, c'est l'entrepreneur. Maintenant, c'est toujours important aussi de garder une petite marge. Même si elle n'est pas en liquide, en cash, mais au moins en nature. Quelque chose que tu pourrais à un moment donné vendre pour pouvoir ou bien des actions ou je sais pas dans ton business de façon générale. Mais il faut pas avoir peur de ceux qui sont au niveau de la diaspora, les Sénégalais et tout. À un moment donné, il faut cesser et tout. Mais il y en a aussi qui sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Il y en a aussi, ils ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour du 8 à 5, être dans un bureau tranquille. Mais il y en a d'autres qui peuvent réussir. Donc, c'est comme ça. Notre objectif cette année, permettre à 10 000 personnes de lancer et de développer leur business. Et la première étape pour y arriver, c'est d'inspirer et de motiver à travers ce podcast qui met en avant des parcours d'entrepreneurs confirmés. Et pour toi qui vas aller plus loin, nous te proposons un pack qui va te permettre de démarrer concrètement ton business et de faire tes premières ventes. Dans le pack, tu as une formation business qui t'explique de manière simple les piliers du business. Comment avoir un mindset d'entrepreneur, créer une offre irrésistible,
mettre en place une stratégie de communication, élaborer un système de vente, mettre en place un système de délivrabilité, gérer les opérations, logistique, finance, ressources humaines. Dans le pack, tu as aussi un e-book avec 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. On lance ce pack Business Starter à un prix vraiment très accessible pour permettre au maximum de personnes d'en profiter. 9 900 francs CFA. L'offre est limitée, donc clique sur le lien en description pour en profiter dès maintenant. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage, ta générosité. Tu nous as donné énormément de... Peut-être tu t'en rendras pas compte. Au moment où tu vas regarder la vidéo, tu te rendras compte un peu de tout ce que tu as partagé, en fait, de l'ampleur de tout ce que tu as partagé. En tout cas, je te remercie d'être passé. Moi aussi, je te remercie, Manu, franchement, et je te félicite. Parce que tu fais partie de l'une des rares personnes que je suis sur les réseaux. Parce que j'ai pas beaucoup de temps avec toutes les activités. Puis quand on est dans un milieu de la lutte, ça fonctionne beaucoup avec le téléphone. Mais je prends quand même le temps de te suivre. Surtout, j'ai même pas regardé les dernières émissions, mais je dois dire que j'ai regardé les premières publications sur Instagram, l'innovation. Franchement, tu fais un travail magnifique et je pense que on a besoin de personnes comme toi aussi, avec l'innovation, puis aussi le savoir-faire, puis la qualité du travail. On sent que dans chaque chose, il y a un professionnalisme, il y a un travail. Et aujourd'hui, nous aussi, jeunes entrepreneurs, nous avons besoin de personnes comme vous pour nous accompagner. Parce qu'on a aussi cette indiscipline dans notre business, dans la façon de gérer notre business, que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur le plan organisationnel, que ça soit sur le plan de préparation. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure, Balla Gaye de Tapha Tine, Modou Lo Siteu, c'est 2-3 mois de différence. En général, on fait des évolutions à l'ordre de 10%. Mais on a tellement bien préparé qu'on a fait une évolution à 100%. On a fait le double. Donc, la préparation, c'est important. Donc, des gens comme toi, je pense que on en a besoin pour nous accompagner dans ce qu'on fait au quotidien. Parce que aussi, on est loin du plafond. Hein. Parfois, on a l'impression d'avoir accompli de grandes choses. On bombe le torse et tout. On dit, ah ouais, on a fait ça, ça, ça. Alors qu'écoute, il y a le gars qui est là-bas de l'autre côté. Toi, tu parles de droit et tout. Mais là-bas, c'est Netflix. Hein, il parle de milliards de dollars. Yeah. Donc, à nous de changer la donne ici en Afrique et ici au Sénégal particulièrement. Merci. Puissant comme message. Yeah. Donc, abonnez-vous, guys. Soutenez le contenu en likant, en partageant. Merci beaucoup et à la prochaine. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique.